À la une ce soir, le Snack Élysée vit ses dernières heures. Le fast-food du cinéma de Matoury voit défiler les années dans le rouge. Un déficit constant et plus tenable. Il cède sa place à une autre enseigne et un nombre réduit d'employés. Le chômage baisse en Guyane, une diminution de 0,6% du nombre de demandeurs d'emploi enregistrés fin mars par rapport au mois précédent. Une baisse qui concerne surtout les moins de 25 ans, le point à suivre. Et puis la sélection de beach volley de Guyane se prépare. Après son entrée historique dans le championnat régional, l'équipe se qualifie pour la finale. Elle s'entraîne actuellement pour la dernière étape. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information locale. On démarre ce journal avec la fermeture du fast-food du cinéma de Matoury. Depuis plusieurs années, le Snack Élysée voit ses comptes dans le rouge, une perte totale estimée à 2 millions d'euros. Le site restera actif sous une autre enseigne et le nombre d'employés divisé par 2. Le point avec Mia Pierre. La deuxième tentative du groupe Élysée a encore échoué en Guyane. Après 3 ans d'activité, le Snack Élysée, situé au centre commercial de Family Plaza, ferme ses portes. Le concept n'a pas pu trouver sa place dans la collectivité. Les raisons évoquées par la direction sont la fréquentation du site et le manque de locomotives commerciales capables d'attirer des clients tout au long de la journée. Nous avons été présents en Guyane dans les années 2000 sur la place des Palmistes, puis nous avons quitté la Guyane et nous avons réouvert en 2012 ici à Matoury. Les raisons de l'échec sont multiples. Une première raison, il y a eu quelques maladresses de lancement au démarrage que nous avons rattrapées assez rapidement, mais il s'avère que la fréquentation du site de Matoury et le site de Family Plaza est 2 à 3 fois inférieure à nos prévisions, ce qui fait que nous n'avons jamais atteint la fréquentation nécessaire et il aurait fallu quasiment doubler le nombre de clients pour que ça soit possible. Avec un déficit d'exploitation cumulé depuis l'ouverture du restaurant, le groupe doit maintenant revoir son positionnement et arrêter le fonctionnement sur l'enseigne Élysée. Il travaille sur la recherche de nouveaux concepts. Donc sur les projets sur le site, nous sommes en recherche de nouveaux concepts ou de restauration ou d'amusement puisque nous avons investi il y a 2 ans sur une aire de jeu pour enfants qui est une des plus grandes de la Guyane. Donc nous sommes en phase de réflexion pour trouver une activité autour de cette aire de jeu sur un modèle d'exploitation plus réduit qui permette de s'en sortir. À l'ouverture, le Snack Élysée employait une vingtaine de personnes et au fil des mois, l'effectif s'est réduit. Depuis plusieurs mois où nous échangeons avec nos personnels sur les difficultés du site, beaucoup d'entre eux ont déjà pris l'initiative de nous quitter pour aller vers des postes plus sûrs. Et avec le personnel restant, et je tiens à remercier toute l'équipe pour son implication, nous recherchons un maximum de solutions en interne, en externe, afin de proposer dans les mois qui viennent des solutions à l'ensemble du personnel. Si le Snack Élysée ferme ses portes, quelques mètres plus loin, le groupe McDonald's s'apprête à ouvrir un nouveau restaurant. Le chantier avance à grands pas. Il avait annoncé les parlementaires, le président de l'association des maires et Rodolphe Alexandre ont adressé un courrier commun au Premier ministre, une sorte de cahier de doléances en plusieurs points. En clair, ils souhaitent que l'État agisse au plus vite pour permettre à la CTG de jouer pleinement son rôle économique. On écoute justement Gabriel Serville au micro de Jonathan Lariot. Ce que nous espérons, c'est que nous aurons rapidement un retour de la part du Premier ministre, ne serait-ce qu'un accusé-réception pour nous dire qu'il a bien reçu le courrier. Alors, on a entendu dire que le programme que le gouvernement avait établi pour la Guyane, ce fameux plan exceptionnel d'investissement, s'élevait à près de 2 milliards d'euros. On ne sait pas exactement ce que ça contient parce qu'on sait que l'État, à travers toutes les lignes budgétaires, injecte beaucoup d'argent dans les départements d'outre-mer, y compris en Guyane. Mais on a aussi compris que cet argent-là ne fait que transiter. Ce n'est pas de l'argent qui est investi en Guyane, c'est de l'argent qui passe beaucoup dans le fonctionnement. Nous, ce que nous aurions aimé, c'est que ce plan exceptionnel d'investissement puisse comporter des lignes budgétaires pour créer les investissements dont on a besoin. C'est les infrastructures routières, c'est les ponts, c'est les écoles, c'est les lieux de sport, c'est les stades, tout ce dont la jeunesse a besoin. Il y a d'autres aspects aussi qui sont contenus dans le courrier, c'est notamment la relation au foncier. Ce foncier qui relève du domaine de l'État, dont on demande la rétrocession aux communes qui portent des projets, en tout cas à faire en sorte que cette rétrocession se fasse beaucoup plus facilement. Je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être considéré comme tabou. Il y
y a aussi la question des 27 millions d'euros qui normalement sont dévolus aux communes et qui ont été captés à une époque sur proposition de l'État au bénéfice du Conseil général. Moi je vous dis en tant que maire, et là j'enlève la casquette de député, je veux dire que si une partie de cette somme pouvait revenir à la commune dont j'ai la responsabilité, il est évident que ça nous permettrait à un autre niveau de pouvoir mieux nous occuper de notre population, en sachant qu'il y a une dynamique de solidarité qui est mise en place nécessairement entre les différentes strates d'intervention. Donc tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'espère pas avoir de réponse immédiate, mais on se dit que sur un moyen terme, on devrait pouvoir avoir des réponses positives de la part du gouvernement. En tout cas, c'est ce que j'espère. Dans l'actualité également, ce chiffre encourageant, une sensible baisse du chômage. D'abord chez nous, fin mars, Pôle emploi enregistrait 25 510 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, en Guyane, soit une diminution de 150 personnes sur un mois. Une baisse qui concerne particulièrement les personnes âgées de moins de 25 ans. Ayodele Germa. Fin mars 2016, les demandeurs d'emploi de catégorie A étaient au nombre de 23 190. Cette catégorie regroupe les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Une diminution de 0,4% sur un mois, mais une progression de 1,7% sur un an. Point positif pour les moins de 25 ans, c'est dans cette tranche d'âge que le nombre de demandeurs d'emploi a le plus régressé. Moins 2,5% contre seulement moins 0,3% pour les 25-49 ans et moins 0,2% pour les 50 ans ou plus. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi âgés entre 25 et 49 ans sont 4 fois plus nombreux que ceux de moins de 25 ans. Les inégalités sexuelles persistent face à la recherche d'emploi. Fin mars 2016, les femmes sont plus nombreuses à être sans activité, 14 770, que les hommes, 10 740. Une baisse du nombre de demandeurs d'emploi enregistrée bien sûr sur le plan national, la plus forte depuis septembre 2000, moins 1,7% au mois de mars, soit 60 000 demandeurs en moins. Comment Pôle emploi déploie sa stratégie pour aider les chômeurs? Élément de réponse avec Isabelle Hameau. Swan fait partie des nombreux jeunes qui bénéficieront de l'accompagnement de la Marine nationale des Antilles pour décrocher un emploi en tant que matelot restaurateur. J'aime déjà tout ce qui a un rapport avec le nautisme, donc le naviguer, etc. Et que j'aime la cuisine, la restauration. C'est des métiers qui m'ont toujours passionné. Je viens d'une ville portuaire, que j'ai beaucoup d'amis, de collègues et de parents qui m'ont parlé de la marine parce qu'ils l'ont fait pendant leur service militaire ou parce qu'ils ont vécu des expériences en rapport avec la marine. La marine recrute via différents types de contrats. 1 an pour les volontaires. Pour les matelots, officiers mariniers, il faudra compter quelques années. À l'instar de Swan, les jeunes recrutés seront suivis tout au long de leur parcours. Après le recrutement, les jeunes sont envoyés en métropole, suivre différentes classes, écoles. L'école des quartiers maîtres pour les plus jeunes ou l'école de Mestrance pour les plus anciens qui forment la Mestrance et les sous-officiers. Pour les officiers, le recrutement est soit fait sur dossier à partir de sous contrat, des officiers sous contrat, ou soit à l'issue d'un concours, à l'issue des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est dans le cadre de sa mission de service public que le Pôle emploi s'engage une nouvelle fois auprès des demandeurs d'emploi. L'important dans cette convention, la priorité, c'est déjà que ça permet à la Marine nationale d'être en Guadeloupe et du coup une action de proximité avec les jeunes, puisqu'aujourd'hui les jeunes devaient se déplacer en Martinique. Donc c'est la première action importante. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, des possibilités pour les demandeurs d'emploi, puisque les métiers proposés par la marine sont très larges. Donc c'est une possibilité supplémentaire pour les jeunes. Et quand un demandeur d'emploi va s'inscrire, effectivement, on pourra lui proposer ces possibilités et ces métiers divers. À l'échelle nationale, la marine prévoit de recruter 3 500 marins en 2016 dans plus de 50 métiers. En Guadeloupe, selon l'INSEE, on compte 38 000 chômeurs en 2015. Seuls les plus motivés d'entre eux bénéficieront du dispositif. Retour chez nous, il n'y aura pas d'emploi saisonnier pour la première année d'exercice de la CTG. C'était une tradition bien ancrée dans le fonctionnement de l'ex-région. Il y aura exception en 2016. C'est l'annonce en tout cas de la direction des services de la CTG qui évoque la mise en place de la jeune instance comme principale raison à cela. On écoute les explications du directeur général des services au micro d'Ayodele Germa. La collectivité territoriale est
né du rapprochement de deux collectivités majeures, le département et la région. Nous sommes en pleine réforme de notre organisation. Il y a un séminaire des cadres le 4 mai. On va décliner un certain nombre de mesures. On va avoir une nouvelle organisation. Et en période de nouvelle organisation, il paraît difficile d'accueillir, de former, de tutorer des emplois, j'allais dire, saisonniers. Donc cette année, on se dispense puisque ça serait plus une source de complexification pour nous et il n'y aurait pas d'intérêt pour les saisonniers. Dans la période notamment estivale, on peut avoir, ce qui est normal, un certain nombre de collaborateurs qui partent en congé et des services qui se retrouvent avec moins de monde. Et on profite de cette période notamment pour un certain nombre de tâches qui sont nécessaires, comme du classement, de l'archivage. En même temps, ça permettait, dans une vision sociale, de donner une première expérience ou un premier emploi, notamment à des jeunes qui peuvent être étudiants. Aucun engagement, parce qu'à cet instant T, personne ne peut le dire, pour l'an prochain. On appréciera en temps et en heure. Je pense qu'il faut donner de la souplesse dans ce genre d'action, parce que c'était une action, j'allais dire, entre guillemets, discrétionnaire que faisait la collectivité, notamment régionale. Donc la future collectivité, en fonction également de ses besoins, de ses enjeux, décidera ou pas de requérir l'emploi de saisonnier. Restez avec nous, dans quelques instants, nous recevons sur ce plateau Saïna Manotte, la jeune et talentueuse chanteuse guyanaise qui est de passage au pays. Elle viendra nous parler de sa passion et puis il y aura du sport dans ce journal avec l'exploit de l'équipe masculine de beach volley. Elle est qualifiée pour les phases de finale de la Continental Cup. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais avant cela, au chapitre mouvement social, des enseignants du lycée Schellcher ont fait grève ce matin en Martinique. Rejoints par une partie de professeurs d'autres établissements, ils ont mené une opération escargot pour interpeller les élus de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. L'intersyndicale rejette toujours la solution de relocalisation des élèves à la rentrée. Le point sur cette affaire avec Marie Tricot. Alors, nous allons devoir passer à un autre reportage. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je vous l'annonçais il y a quelques instants. Vous le savez, le général Lambert Lucas a été désigné commandant de la gendarmerie Outre-mer par décret du président de la République la semaine dernière. Le chef de la gendarmerie de Guyane remplacera ainsi son collègue Bertrand Soubelé, écarté du poste pour avoir publié un ouvrage transgressant le devoir de réserve des forces armées. Le général Lambert Lucas fait le bilan de ses années passées en Guyane au micro de Maxime Delahouplière. On rend plus compte des trains qui n'arrivent pas à l'heure que de ceux qui arrivent à l'heure. Alors juste pour remettre en perspective, entre 2008 et 2013, il y a eu des augmentations de la délinquance ici en Guyane. On se souviendra en 2012 des manifestations sur l'insécurité à Kourou par exemple. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, vous n'en entendez plus parler. Depuis 2013, il y a eu une baisse permanente de la délinquance en zone gendarmerie, que ce soit en matière d'atteinte aux biens, de cambriolage, voire de vol tout simple dans les véhicules qui traumatisent les gens. Donc il y a une baisse nette dans les zones gendarmerie depuis 2013 en matière de délinquance. Il n'empêche pas qu'il reste toujours des faits comme ça qui défrayent la chronique. C'est vrai qu'il y a un nombre d'homicides en Guyane beaucoup plus important que sur le territoire national. Avec 27-28 homicides par an ici en Guyane, on est sur des taux qui sont 10 fois supérieurs à ceux de métropole. Mais ces chiffres baissent également en matière de violence et en matière notamment de délinquance d'appropriation. Dans l'action du quotidien, bien évidemment, là on passe d'un seul département à 8 départements et collectivités d'outre-mer avec des problématiques totalement différentes entre Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie, Nouvelle-Calédonie ou la Guyane, qui sont confrontés à des réalités totalement différentes. Donc forcément, tout ça va changer. Tout autre chose à présent, je vous l'annonçais tout à l'heure, on va parler musique avec notre invitée ce soir, la chanteuse Saïna Manotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes donc de passage en Guyane, votre terre natale. Bienvenue chez vous. Merci. Tout d'abord, Merci. On va donc parler de votre talent, la musique. Oui. Première question, d'où vient votre passion pour cet art ? De l'église, puisque j'ai commencé à chanter à l'église. J'ai commencé à l'école d'orgue de Cayenne, donc avec l'orgue comme instrument. Et puis du coup, j'ai jamais lâché le chant et puis je l'ai ouvert à plus de monde. Très jeune, dès l'enfance. Très jeune, très jeune, 5 ans, piano.
Et aujourd'hui, justement, donc vous pratiquez le chant, mais aussi le piano, et vous donnez des cours. Tout à fait. Vous avez donc un parcours assez enrichi, finalement, aujourd'hui. Oui, on peut dire ça. Aujourd'hui, je suis prof de musique. Donc, du coup, j'ai passé à l'Université d'Evry une licence et un master en musicologie. Je donne des cours de musique et j'ai eu un parcours aussi au conservatoire en chant lyrique. Donc, je donne des cours de chant également. Et vous faites pas mal de reprises. On le voit avec vos vidéos sur le net. Mais vous avez aussi quelques titres de votre propre composition. Tout à fait. Alors, il y a Daddy and Mummy qui est sorti il y a 3 mois. Et puis le tout dernier, Tipeia, où je parle justement de ma terre natale, la Guyane, qui est sorti il y a quelques semaines. Si vous le voulez bien, on vous écoutera chanter rapidement tout à l'heure, justement ce dernier morceau. Mais juste avant, vous postez donc de nombreuses vidéos sur le net et vous rencontrez un important succès, on l'a vu. Vous en avez diffusé votre reportage il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Enregistré donc dans votre studio, c'est-à-dire chez vous. Chez moi. Avec votre compagnon, finalement, est-ce que Internet n'est pas devenu le moyen idéal pour se faire une place au soleil? Ah oui, aujourd'hui, c'est le moyen idéal, complètement. Ça va vite. Ouais. Tout le monde, ou quasiment tout le monde, est connecté. Donc, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un bon moyen. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de passer par d'autres moyens, justement, de rencontrer peut-être des personnes qui recrutent, des labels, plutôt que de faire ces vidéos et d'être comme ça Alors, peut-être pas plus tôt. J'espère rencontrer des labels ou des producteurs, mais je pense que je continuerai parallèlement à faire ces vidéos sur Internet parce que c'est un moyen de communiquer facilement, rapidement avec des gens. Et malgré la distance de par l'électronique, on est quand même assez proche des gens, donc je pense que je continuerai. Dans cette même veine, on pense à des jeunes artistes comme Grégoire, par exemple, qui a financé son album sur une plateforme en ligne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire peut-être, de produire vos propres ça pourrait. J'y ai pas encore pensé concrètement, mais ça pourrait, tout à fait. Et vous avez chanté notamment aussi avec Lovadja. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, on va dire locaux, mais peut-être même d'autres, avec qui vous souhaiteriez collaborer aujourd'hui? En pourparler, mais du coup, je peux pas. Ça se discute, mais comme il n'y a rien de concret, je ne voudrais pas anticiper, mais peut-être, oui. Ok, donc vous êtes là en tout cas pour faire la promo de la nouvelle chanson dont vous nous parliez tout à l'heure, qui parle notamment de la violence en Guyane. Alors. La violence en Guyane. Ah oui, non, ça c'était l'autre titre. C'était autre chose. Alors j'ai plein de chansons qui sont en cours. Il y a tellement de chansons que du coup. Oui, j'ai plein de chansons qui sont en cours. Du coup, j'ai plutôt là axé ma venue sur le titre Tipeia qui parle de la Guyane, puisque je suis là et que c'était l'occasion, qui parle de le manque que peut ressentir quelqu'un qui vit loin de sa Guyane. Alors avant de parler peut-être de ce titre-là, peut-être justement ce thème de la violence en Guyane que vous avez choisi. Pourquoi? Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Parce que je suis abonnée aux médias locaux et depuis la métropole, je vois toujours en une des faits divers assez tristes et ça me touche directement. Donc du coup, oui, c'est une chanson sur laquelle je travaille en ce moment et qui parle de faits divers précis, vraiment de Guyane et de ce qui s'est passé et de ce qui m'a touchée. Justement, comment est-ce que vous utilisez votre musique aujourd'hui? Quelle valeur vous essayez de faire passer par cet art-là? L'amour, tout simplement, vraiment, parce que pour moi, c'est la valeur universelle qui met tout ce qu'il y a dedans, la charité, la générosité, etc. Donc vraiment, vraiment l'amour pour combattre tout ce qui est mauvais. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut mettre devant. Donc ma musique, c'est positif, c'est du positif, de l'amour et puis toujours du soleil parce que la Guyane. Alors justement, avant de se quitter, on va parler de la Guyane. Est-ce que vous pouvez nous chanter au moins le refrain de ce morceau, Tipeia? Oui, alors je vais chanter... Oui, ok. Tipeia qu'a manqué nous, après qui fretia pas mal, mais nous qui chambé qui l'amour, nous qui comme tous les jours, on t'y chantait, mon qu'à chanter, pour tout mon mounier, qui chapait Tipeia, mais qui cantant Guyana. Merci Saïna Manot pour ce petit extrait. Vous êtes là en tout cas pour une date en particulier. Vous avez un concert que vous comptez donner. On vous jeudi soir, ce sera jeudi soir au Royal Amazonia à partir de 20h. Voilà. C'est noté. Il y a des invitations, elles sont chez Phénicia. D'accord. On vous attend. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Saïna Manot d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. De l'art toujours, mais avec une exposition, celle de Joël Lemki qui se tient en ce moment. Le pilote de ligne exprime sa passion pour les oiseaux de métal qu'il maîtrise et qu'il peint. Une extension de son travail, peut-être une nécessité pour l'artiste surtout. Un artiste qui souhaite titiller l'innocence des petits comme des grands face à ces impressionnantes machines volantes. Un œil sur cette exposition avec Maxime de la Houplière. Je m'appelle Joël Lemki, j'ai 32 ans, je suis pilote de ligne chez Air Guyane et pilote de ligne et peintre
peintre de l'air, j'espère, parce que c'est un statut qui doit être reconnu, en tout cas dans un cercle très fermé qui porte ce nom. J'ai tenu à mon rêve, à mon but premier, en fait, c'était celui de piloter un avion. J'ai d'abord été fasciné par la machine et j'ai été fasciné par le génie humain, par le fait d'avoir une machine si majestueuse qui s'élevait dans les airs. Et ça m'a pris vraiment par les tripes depuis tout petit. À partir du moment où j'ai commencé à dessiner, j'ai dessiné des avions. Mes avions, je les élargis, je les grossis pour élargir mon public. Ça va du plus petit au plus grand. Ça plaît donc à tout le monde, même les experts. Les experts pourront reconnaître le type d'avion et un novice pourra simplement voir un avion différent de l'autre, etc. Le fait est que j'ai un message à passer. Ce message-là, c'est en gros la réussite de chacun. C'est à base de méthode et de persévérance. On a une méthode, on persévère, on réussit. Je ne savais pas que j'avais ce coup de crayon et quand j'ai vu que je pouvais l'exploiter, je l'ai exploité au maximum. Ce que je vois quand je suis là-haut, je le remets sur toile parce que je trouve ça tout simplement beau. La Guyane en elle-même est une belle œuvre d'art. C'est la nature qui fait de belles œuvres. Et donc du coup, je m'inspire de ce que la Guyane me renvoie pour le poser sur une toile. Après, il y a l'aviation en général, où je peins les avions de ligne. Parfois, je suis un peu nostalgique, alors je mets Corsair, AOM, je mets Corsair et AOM sur toile. Et puis les compagnies qui sont d'actualité, notamment Azul, Air Caraïbes ou Air France, Suriname Airways également. Le bijou pour moi, c'est un vol de nuit. Un vol de nuit, quand on passe au-dessus d'une ville, vous avez toujours l'impression, quand on voit les lumières qu'il y a en bas, de voir un bijou. Et du coup, j'ai voulu représenter cette vision que j'avais de voir les choses d'en haut, la nuit, comme un bijou. Je pense que pour peindre une toile, il faut une part d'émotion. Donc lorsque je vois quelque chose qui me plaît, je le fais. Il y a des choses aussi qui m'ont plu et que je garde en souvenir. Alors ces souvenirs-là, je les ai mis sur toile. Et on termine en sport ce soir avec notre sélection de beach volley qui reçoit toute cette semaine les conseils avisés d'un coach national de passage dans le département. Qualifié pour la dernière étape du championnat régional de la Continental Cup pour la première année, les joueurs guyanais ont réussi à atteindre la phase finale. Un exploit qu'ils espèrent pousser jusqu'à la victoire finale. Jonathan Lariot. Bloque-toi, recule pas. Le beach volleyball guyanais n'aura jamais été aussi proche des Jeux Olympiques. La sélection masculine s'est installée à la place des Palmistes depuis ce dimanche pour leur première session d'entraînement. Tournez ta passe. Balle. Force-toi à revenir sur la ligne et quand tu as une balle extérieure, force-toi à revenir dans l'autre sens. Plus de 2 heures par jour pendant toute une semaine sous un soleil guyanais bien au rendez-vous. Et pour gérer les équipes, un invité venu tout droit de l'Hexagone, Rodolphe Pierrot, est entraîneur de beach volleyball à Montpellier. Plateau. La logique est différente. En salle, le passeur, il doit mettre la balle là où on lui demande de la mettre. Chacun des joueurs n'est pas un spécialiste de la passe. Et ça va être à l'attaquant de s'adapter et à lui de calculer où la passe va finir par rapport à là où il la prend et au vent qu'il y a. On dit en général qu'il faut faire énormément de gammes en beach volley et que ce soit toujours la même chose, toujours répéter, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même passe, toujours la même relance pour arriver à ce que ce soit toujours 100%. On reprend depuis zéro parce qu'ils savent tout faire, mais ils jouaient trop en facilité, ils se débrouillaient sans avoir le placement, sans avoir la rigueur de faire les choses et ils jouaient tout en facilité avec ce qu'ils savent faire. Balle. Une semaine c'est court, mais les journées sont riches en enseignements. Pour les joueurs, c'est une opportunité de faire leur premier pas dans le monde du beach volleyball professionnel. C'est bien plus dur que ce que je croyais. Ouais. On jouait un peu au loisir jusqu'à maintenant, on va dire. On s'est bien débrouillé jusqu'à maintenant face aux autres nations. Et avec ce plus-là, je pense qu'on pourra aller plus loin. Finalement, au beach volley, on ne s'entraîne pas forcément, on fait que jouer. On joue beaucoup peut-être, mais disons qu'on n'a pas trop de recul sur notre pratique. On a la chance d'avoir un entraîneur compétent qui est venu. Donc je pense qu'en une semaine de stage intensif, on va faire beaucoup de progrès. Qualifiés pour les phases finales de la Continental Cup, un tournoi qui réunit différentes équipes d'Amérique du Sud, les Guyanais vont tenter un gros coup de poker. Une première place lors de ces phases finales leur ouvrira la porte des tant convoités Jeux Olympiques de Rio en août prochain.
À 2 mois des phases finales organisées au mois de juin au Chili, le mot d'ordre, c'est l'entraînement. Souvent, on avait le ballon et on n'a pas su concrétiser le point parce que la passe n'était pas bonne. Donc je sais que l'objectif sur du stage, j'ai demandé surtout que vraiment bien préparer les garçons à pouvoir faire une passe pour rendre l'attaquant au plus dans des positions favorables d'attaque pour marquer le point. C'est sur ça qu'on a pêché. Une session d'entraînement qui s'achèvera ce week-end, mais la sélection ne s'arrêtera pas là. Après la France, c'est un entraîneur brésilien qui devrait assurer la suite, quelques semaines avant le début du tournoi. C'est la fin de ce journal, voici le rappel des titres. Le Snack Élysée vit ses dernières heures. Le fast-food du cinéma de Matoury voit défiler les années dans le rouge. Un déficit constant et plus tenable. Il cède sa place à une autre enseigne et un nombre réduit d'employés. Le chômage baisse en Guyane, une diminution de 0,6% du nombre de demandeurs d'emploi enregistrés fin mars par rapport au mois précédent. Une baisse qui concerne surtout les moins de 25 ans. Et puis la sélection de Guyane de beach volley se prépare. Après son entrée historique dans la compétition de la Continental Cup, elle s'entraîne pour la dernière étape, les finales. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'info continue sur ATV Guyane avec l'information nationale et internationale de nos confrères de BFM TV. Puis ce sera Farouk Amri pour votre émission Face à Face. Très bonne soirée à vous sur ATV, à demain.